La Renaissance, XVe-XVIe siècle, un grand changement dans l'art de l'Occident chrétien. Le portrait de Mona Lisa, dit aussi la Joconde, peint par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, est certainement l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Chaque année, des millions de visiteurs se pressent au musée du Louvre pour l'admirer ou simplement photographier. Ce qui est un peu stupide, car sa reproduction se trouve très facilement sur Internet. La très grande célébrité de ce tableau dépasse entendement. Mais c'est un bon exemple des changements que connaît l'art en Occident à partir du XVe siècle. On appelle Renaissance ces changements qui ont lieu entre le XVe et le milieu du XVIe siècle. Nous allons voir que l'art de la Renaissance consiste notamment dans la capacité à donner l'illusion de la nature, que c'est ce goût nouveau qui pousse à s'inspirer de l'Antiquité gréco-romaine. C'est d'ailleurs parce qu'on reprend les modèles antiques qu'on parle de Renaissance. Et qu'enfin, cette renaissance est le fruit d'hommes, les élites, qui commandent des œuvres aux peintres, sculpteurs et architectes, et ces derniers qui savent répondre au goût de leurs commanditaires et deviennent de véritables artistes. A. Donner l'illusion de la nature. Voici deux tableaux qui illustrent bien les importants changements qui s'opèrent dans la peinture européenne en quelques décennies. Le premier date des années 1390, le second des années 1550, mais ils viennent tous les deux de Florence, une ville du centre de l'Italie, et ils représentent tous les deux une crucifixion. Il s'agit d'un sujet religieux, les derniers instants de la vie de Jésus-Christ, mort sur une croix. Ces images servaient aux fidèles à prier plus facilement. C'était dans les deux cas des œuvres précieuses, la religion étant très importante pour les hommes de cette époque. Dans le premier tableau, qui date des années 1390, ce qui compte, c'est qu'on puisse reconnaître facilement les personnages et ce qui se passe. Le Christ saigne à grosses gouttes rouges, peu réalistes. Les personnages portent des éléments qui permettent de les identifier, comme la roue dentée pour Sainte Catherine. Ils ont tous la même taille, on a l'impression qu'ils sont empilés les uns au-dessus des autres, sans aucun réalisme. Pour les gens du Moyen-Âge, la beauté du tableau vient surtout de la richesse des matériaux employés, fond d'or et couleurs vives. Au contraire, ce qui fait la beauté du second tableau, c'est sa capacité à donner l'impression de la nature. On a l'illusion de la profondeur, la 3D. On peut promener son regard dans la scène et au fond, on voit un paysage avec un ciel. La musculature des personnages, les plis des vêtements, les nervures du bois sont réalistes. On peut s'imaginer observer la scène en train de se dérouler, peut-être même la vivre avec les personnages. C'est ce goût pour imiter la nature qui caractérise l'art de la Renaissance. C'est un goût qu'on a conservé jusqu'à nos jours dans les films et les jeux vidéo. Pour réussir à imiter la nature, les peintres multiplient les observations. On doit à l'allemand Albrecht Dürer le dessin très soigné d'arbres et de brins d'herbe. Des images qui lui servaient à la réalisation des détails réalistes de ses grands tableaux. On sait que l'italien Michel-Ange participait à des séances de dissection pour mieux représenter les muscles du corps humain. Michel-Ange et l'anatomie. Dans sa passion pour les travaux de l'art, Michel-Ange triomphait, quelles que soient les difficultés. La nature ayant donné à son génie l'aptitude pratique pour les plus hautes ressources du dessin. Pour arriver à la perfection absolue, il pratiqua abondamment les dissections anatomiques pour repérer les attaches des ligaments, des os, des muscles, des nerfs. Giorgio Vasari, l'habit des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, 1550. Léonard de Vinci faisait la même chose, comme le suggèrent les dessins de musculature qu'on a conservés de lui. La plus grande difficulté des peintres est de représenter la profondeur de manière réaliste, alors que leur support n'a que 2 dimensions. Dans ses textes, Léonard de Vinci donne plusieurs astuces pour donner l'illusion de la profondeur. Perspective et sfumato. Il y a 3 sortes de perspectives. La première fait diminuer la taille des objets à mesure qu'ils s'éloignent de l'œil. La seconde est la façon dont les couleurs se modifient en s'éloignant de l'œil. La troisième et dernière consiste à définir comment les objets doivent être achevés, avec d'autant moins de minutie qu'ils sont plus éloignés. Léonard de Vinci, traité de peinture, 1508. Ces astuces se retrouvent dans le portrait de Mona Lisa. Les couleurs du paysage du fond sont plus pâles que ce qui est devant, et les formes sont moins précises.
On réduit aussi la taille des objets pour donner l'illusion de la profondeur. Mais c'est surtout l'invention de la perspective à point de fuite qui donne une parfaite illusion de la profondeur. C'est l'Italien Leon Battista Alberti qui présente pour la première fois les règles de cette perspective dans son livre De Pictura. Il s'agit de faire converger toutes les lignes parallèles dans un unique point à l'horizon, le point de fuite. Le réalisme des matières, avec le changement de tout à cause des parties dans l'ombre ou la lumière, a lui été permis par l'invention d'un peinture à l'huile, qui permet au peintre de travailler plus longtemps son tableau. C'est en Flandre qu'on a mis au point la peinture à l'huile. On attribue cette invention au peintre Jan van Eyck. Dans le portrait des époux Arnold Philippe, qu'il a peint en 1434, on ressent le chatoiement du lustre en cuivre, la douceur des fourrures, la lourdeur des draps de laine ou la rudesse des socs en bois. Les spaces sont par contre un peu bizarres, car Van Eyck ne maîtrise pas la perspective à point de fuite. Les lignes parallèles de la scène ne se rejoignent pas dans un point de fuite. Les avancées de la peinture italienne et de la peinture flamande vont se rejoindre et influencer le reste de l'Europe au XVIe siècle. B. S'inspirer de l'Antiquité. On doit à Michel-Ange une statue monumentale de David commandée par la ville de Florence en 1501. David est un héros de la Bible. On dit que ce modeste jeune homme aurait tué d'une pierre lancée à la fronde un géant, Goliath. Les habitants de Florence aimaient bien cette légende, car leur ville avait souvent dû combattre des seigneurs puissants. Michel-Ange tient compte du fait que la sculpture, qui fait plus de 4 mètres, devait être vue en hauteur. Il représente un jeune homme athlétique, tenant une pierre dans la main droite, une fronde dans la main gauche. Classique. Mais pourquoi le représente-t-il entièrement nu? D'ailleurs, pourquoi Michel-Ange représente-t-il tant de personnes nues? Ses fresques de la chapelle Sixtine en sont pleins. Et il n'est pas le seul. La représentation de la nudité se répand dans toute l'Europe à la Renaissance. Les artistes de la Renaissance voulaient-ils choquer leur public? Pas du tout. L'art occidental connaît déjà des représentations de nus avec les images d'Adam et de Ève, le premier homme et la première femme, qui, selon la Bible, ont été créés nus par Dieu. Mais à la Renaissance, la représentation de la nudité se développe, car on est fasciné par la redécouverte de l'art de l'Antiquité gréco-romaine. Les Grecs, et alors ensuite les Romains, avaient l'habitude de représenter les dieux et les héros nus. Leur art se caractérisait aussi par une recherche de réalisme. Aussi, les sculptures de l'Antiquité plaisent beaucoup aux hommes des 15e et 16e siècles. En 1506, quand on découvre dans les ruines du palais des empereurs romains à Rome une sculpture monumentale du héros Laocoon en train d'être tué avec ses fils par un immense serpent, on est fasciné. Quel réalisme! Regardez les muscles tendus des corps, regardez la frayeur des visages, regardez la douleur des yeux de Laocoon implorant la pitié des dieux. De telles œuvres poussent les artistes de la Renaissance à prendre l'Antiquité comme modèle et à ne pas hésiter à représenter la nudité. L'Antiquité devient aussi un modèle pour les architectes. L'Empire romain a laissé de nombreux vestiges à Rome. Ils deviennent une source d'inspiration. Le Florentin Filippo Brunelleschi fait le voyage à Rome pour trouver l'inspiration dans les œuvres qu'il veut créer. L'attrait pour l'art antique. Brunelleschi s'en alla à Rome. Tout en regardant les sculptures, il remarqua le mode de construction des anciens et sa symétrie. En y voyant tant de merveilles et de beauté, il se mit en tête de retrouver la nature antique de construire dans son excellence, son ingéniosité, ses proportions. Pendant ce séjour à Rome, il eut presque constamment avec lui le sculpteur Donatello. Ils faisaient ensemble les relevés approximatifs de presque tous les édifices de Rome, avec les mesures de la longueur et de la hauteur. Ce type de construction le frappa comme très différent de celui qu'on employait alors. Antonio Manetti, 1423-1497, vit de Brunelleschi vers 1460. Ainsi, les vestiges laissés par Rome deviennent une source d'inspiration et on rejette l'architecture du Moyen Âge. On la qualifie de gothique du nom d'un des peuples barbares qui a mis fin à l'Empire romain. Désormais, dans l'architecture, on va retrouver des colonnades, des frontons et le goût pour la symétrie.
Comme pour l'imitation de la nature, ce goût se maintient jusqu'à nos jours, ou presque. C'est mécènes et artistes. La chapelle du Palais Médicis à Florence est décorée d'une magnifique fresque représentant le cortège des rois mages. Il s'agit de la représentation d'un récit biblique. Des rois astrologues parcourent de grandes distances pour venir adorer Jésus qui vient de naître. Les gens du XVe siècle adorent représenter cette histoire, car elle permet d'étaler toute la richesse du monde à travers le cortège des rois mages. C'est ce qu'on voit sur la fresque de la chapelle du Palais Médicis, où les rois mages sont entourés de nombreux serviteurs richement vêtus. On dit que sur la fresque, le plus jeune des rois mages a les traits de Laurent de Médicis, qui était alors le jeune héritier de cette riche famille de banquiers qui avait commandé au peintre Benezzo Gozzoli la décoration de sa chapelle privée. Laurent de Médicis réussit au cours de sa vie à prendre le contrôle de Florence, et il utilisa l'art pour montrer sa puissance. Il accumula des œuvres de l'Antiquité et encouragea les jeunes peintres et sculpteurs à les imiter. Laurent de Médicis avait empli ses jardins de belles sculptures antiques. Les allées du parc et toutes les pièces étaient garnies d'admirables statues anciennes, de peintures et d'objets dus à la main des meilleurs maîtres qui aient jamais vécu en Italie ou à l'étranger. C'était comme une école pour les jeunes peintres, les apprentis sculpteurs et tous ceux qui s'appliquaient au dessin. Laurent favorisa toujours les beaux génies. À ceux qui, trop pauvres, n'auraient pu se consacrer à l'étude du dessin, il assura les moyens de vivre bien, de se vêtir. Il accorda d'immenses récompenses à ceux qui, parmi eux, réalisaient les plus beaux travaux. Giorgio Vasari, la vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, 1550. En aidant ainsi les artistes, il s'inspirait de Mécène, un riche Romain du temps d'Auguste. Ainsi, on appelle mécènes les gens qui aident des artistes. Beaucoup de princes de la Renaissance ont agi comme des mécènes. La puissance se montre désormais aussi par la capacité à accumuler de beaux tableaux et de belles sculptures, c'est-à-dire des tableaux et des sculptures réalistes. Les princes s'entourent de peintres et de sculpteurs brillants, capables de créer ce qu'ils veulent. Après avoir commandé à Michel-Ange la décoration de la chapelle Sixtine, le pape Jules II lui demande de réfléchir à la reconstruction de la basilique Saint-Pierre du Vatican qu'il trouve trop petite et démodée. Le roi de France François Ier fut heureux d'accueillir en 1516 Léonard de Vinci qui avait déjà 64 ans, car c'était un artiste célèbre. On raconte même que le roi, pourtant très occupé, resta au chevet de l'artiste quand il mourut en 1519. On dit que l'ennemi de François Ier, l'empereur germanique et roi d'Espagne Charles Quint, prenait le temps d'aller voir le peintre Titien quand il passait par Venise. L'empereur s'asseyait et regardait le vieil artiste à l'œuvre. Un jour, il aurait même ramassé le pinceau que Titien venait de faire tomber. Cela peut sembler simplement sympa, mais il faut avoir en tête qu'un prince, un roi, un empereur est servi par tout le monde et qui ne sert personne. En ramassant le pinceau de Titien, Charles Quint signifiait que cet homme était son égal parce qu'il était capable de faire quelque chose d'extraordinaire, créer la beauté. À partir de la Renaissance, les peintres et les sculpteurs ne sont plus de simples artisans maîtrisant une technique. Ils deviennent des artistes qui créent des choses extraordinaires que les autres ne peuvent pas faire. Ils deviennent uniques et c'est pourquoi on retient leur nom. On ne connaît pas le nom des peintres du Moyen Âge. C'est à partir de la Renaissance, parce qu'ils deviennent des artistes, qu'on retient qui ils sont. Giorgio Vasari écrit à l'époque un livre qui raconte la vie des grands peintres, sculpteurs et architectes d'Italie. C'est à lui qu'on doit les anecdotes sur la vie de Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Titien. Conscients de leur importance, les peintres commencent à signer leurs œuvres. L'Allemand Albrecht Dürer met sa marque AD sur toutes les gravures afin d'éviter les contrefaçons. Quelques décennies plus tôt, le Flamand Jan van Eyck écrit au centre du portrait des époux Arnolfini un énigmatique Johannes de Eyck fuit hic. Jan van Eyck fut ici. En effet, le réalisme de la scène suppose que Van Eyck a pu observer les deux époux. Dans le reflet du miroir, au fond de la pièce, on voit deux hommes en train de partir. L'un d'eux porte un bonnet rouge, comme celui que Van Eyck porte dans son autoportrait. Ainsi, pour maintenir l'illusion de la réalité jusqu'au bout,
Van Eyck devait se représenter dans le miroir du tableau.